Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi à 7h, 18h. Bonsoir et bienvenue à nos invités. Bonsoir Tarek Hafid. Bonsoir. Vous êtes à la place de Akram qui n'est pas avec nous ce soir. C'est un honneur. Souhila Ben Ali, bonsoir. Bonsoir. Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Abed Sharif, bonsoir. Bonsoir. Abed, on commence par vous. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Le 1er novembre. Ça, il se suffit à lui-même. Ihsan. Une déclaration du ministre de l'Énergie qui nous dit que la consommation de pétrole des Algériens a doublé entre 2010 et 2017. Et qui signifie qu'on va être en pénurie de pétrole si on continue sur cette courbe. Souhila, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Les drapeaux sur les balcons. Voilà. J'avais l'impression qu'il y en avait plus cette année. Tarek, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Déclaration du secrétaire général du FLN qui a dit que seul le FLN au Rabbi, donc le bon Dieu, connaissent l'identité du futur président. Mais autant faire des économies puisqu'ils connaissent. Absolument. Donc on fera pas d'élection en 2019. Eh bien, nous allons parler de ce sujet évoqué en image de la semaine par Souhila et Abed, celui du 1er novembre et le 63e anniversaire de la Révolution du 1er novembre et du début de la guerre de libération. C'est un sujet qui revient une fois par an, mais on a l'impression qu'on ne l'analyse pas, qu'on ne l'aborde pas comme il le faut ou de manière très superficielle. On parle toujours de novembre, de cette génération de novembre et de l'emblème du symbole de novembre. 63 ans après le 1er novembre, on a envie de dire que reste-t-il de novembre? Si on posait cette question, qu'est-ce qu'on dirait, Hassan? Que reste-t-il de novembre 63 ans après le déclenchement de la Révolution? Hier, j'ai interviewé j'aurais pu le prendre comme l'image de la semaine, Niels Anderson, qui fait partie des porteurs de valises en Suisse, qui a aidé les militants algériens, qui a accueilli Omar Boudaoud, patron de la Fédération de France, qui a réédité la question quand il a été censuré. Et on a évoqué son parcours de combattant sur 70 ans. Il a 83 ans aujourd'hui, on va dire sur 60 ans, militant très engagé auprès des causes du tiers-monde. Évidemment, il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des avancées et il y a eu des échecs. Et à la fin, à un moment donné, dans l'entretien, on s'est regardé, et puis on a regardé autour de nous, on était au Salon international du livre d'Alger. Il me dit, c'est quand même voilà, on est indépendant, on a cet événement avec des gens qui travaillent en paix, etc. C'est une belle victoire. Ce qui reste du 1er novembre, c'est une belle victoire. Et à part la victoire, on sait qu'il y a une victoire en juillet 62, mais si on devait dire à part la victoire, où on se contente de la victoire, Hassan? On a bâti un État-nation sur le souffle du 1er novembre 1954. On a résisté lorsque l'islamisme, lorsque le nationalisme radical s'est essoufflé à la fin des années 70 et des années 80, pas seulement en Algérie, mais dans le monde arabe, parce qu'il y a une dynamique liée, et que l'islamisme est émergé comme une alternative possible pour les masses arabes pour réaliser leur aspiration. Finalement, au bout du bout, en Algérie par exemple, c'est quand même la référence au 1er novembre qui nous a permis de tenir face à la déferlante islamiste. Abed Sharif, révolution inachevée? Non. On est dans une sorte de révisionnisme ambiant parce que le pays est dans une mauvaise passe. Mais fondamentalement, le 1er novembre, c'est l'identité de l'Algérie. C'est la première image de l'Algérie. Il faut se rappeler d'où on vient. Au début du siècle passé, l'Algérie n'existait pas du tout. Elle n'avait pas d'existence, ni légale, ni officielle, ni en tant qu'économie, ni en tant que société. Elle n'existait pas. Il y a des gens qui ont fait un travail immense,
Et le 1er novembre, pour moi, il y a 1000 manières de regarder le 1er novembre. Ce qui m'a intéressé cette année, c'est de voir comment le 1er novembre a débloqué une situation. Le pays était dans l'impasse, le mouvement national était dans l'impasse. Après un cycle qui avait duré 30 ans quand même avec Msalih Hadj, enfin c'était le symbole du nationalisme, 30 années de lutte, d'organisation, de mobilisation, ça a donné un résultat grandiose, et puis l'impasse. Et le 1er novembre, c'était la clé pour changer d'époque. On est passé de la légalité à la clandestinité, on est passé du combat dans un cadre légal à une violence révolutionnaire. On a décidé, la première étape, c'était la construction de l'idée nationale. On donnait forme à une idée qui s'appelait l'Algérie. Ça a duré, on va dire, 3 décennies. Et ensuite, on est passé à la concrétisation de cette idée. Ça a duré 30 ans. La guerre, l'État, les institutions, etc. Et donc, voilà, c'est le 1er novembre a donné cette clé. C'est quelque chose de fabuleux. Juste avant de passer la parole à Tarek et à Sohila, pourquoi vous parlez de révisionnisme? Pourquoi? Parce qu'il y a dans le pays une espèce d'Algérie bashing. Rien ne va, rien ne marche, les transports sont attaques, la gestion, il y a des mots qui sont pénibles à entendre. C'est vrai, il y a une réalité qui est là. Mais on a l'impression que cette réalité, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Alors que ça, ce qu'on subit aujourd'hui, c'est un mouvement de reflux dans l'élan national. C'est un moment de l'histoire qui va durer 5 ans, 10 ans, et puis on va passer à autre chose. Et on va revenir vers du positif. Attendez, ça me rappelle... Le nouveau Ahmed Sharif est positif, il est contre l'Algérie bashing. Ça me rappelle... C'est l'image de la semaine. Non, ça me rappelle la dernière interview d'Ahmed Yahya à la chaîne 3. Il a dit non. J'ai pas été aussi loin. Ah non. Où il dit il y a de l'espoir. La journaliste lui parle. Oui, il dit oui, il y a de l'espoir. On a fait des choses et on a aussi bâti des choses. C'est évident. L'histoire ne s'arrête pas. Yahya, juste peut-être un petit détail. Lui fait partie du problème. Il fait pas partie de l'espoir. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter. Ce pays va continuer à fonctionner. On a vécu à l'ombre d'une génération qui a été géante, mais qui a été un peu encombrante aussi. Et ce qui se passe avec la génération de novembre aujourd'hui, c'est typiquement ce qui s'est passé avec Msalih à partir de 1950. Msalih a créé l'idée nationale. On peut dire ça. C'est pas une exagération complète ou là. Et le 1er novembre se fait sans lui, il s'est fait contre lui. La génération de novembre a accompli une œuvre. Le drame, c'est qu'on soit obligé de passer par une sorte de parricide pour faire avancer le pays. Mais c'est tout. Mais sinon, l'élan de l'histoire est inévitable. Sohila Ben Ali, que veut dire pour vous novembre? Moi, je suis parfaitement d'accord avec Abedin. Je crois qu'il a pas. Non, reste. On a besoin de ton avis. Il a pas prononcé le mot, mais le mot c'est rassemblement. Je crois que c'est ça qui a fait la force du 1er novembre, et c'est tout le problème. C'est toute la question qu'il faut mettre en pratique aujourd'hui. Est-ce que le 1er novembre, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui utiliser le 1er novembre dans la gestion du pays? Est-ce que c'est possible encore? Moi, je pense que oui. Non seulement il le faut, mais c'est une obligation. On doit le faire parce que ce sont des valeurs universelles, parce qu'on parle de liberté, parce qu'on parle de choses nobles. Et il faut pas avoir honte de le faire. Par contre, le faire pour travestir ces valeurs et les utiliser parce qu'on a un problème de légitimité, parce qu'on est au pouvoir et qu'on a un problème de légitimité, ça c'est encore autre chose. Non, il faut pas avoir honte. Je vais prendre. On parle de la France aujourd'hui. C'est le 1er novembre. Et il faut pas. On peut prendre l'exemple de la France. Les partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, qu'ils soient rouges, ils font tous appel au gaullisme. Tous. Ça date de quand? Plutôt à la Révolution de 1789. Ah oui, mais aujourd'hui ils sont tous d'accord pour revendiquer être gaulliste. Et ça date de quand? Ça date de 40-50.
Voilà. Donc oui, non seulement il faut se revendiquer de ces valeurs, il faut les mettre en pratique, les mettre en pratique, pas seulement en politique, dans tout, parce qu'on a perdu nos repères. Après, pourquoi est-ce que ça a réussi et comment est-ce que ça pourrait réussir aujourd'hui? Ça, c'est encore une autre question. Si vous voulez bien qu'on en parle, moi je suis partante. Oui, Tarek, le tableau n'est pas entièrement gris depuis 1954 à nos jours. C'est ça, moi, je pense la grande victoire de novembre, pas noir, je veux dire. Voilà. Ouais. Je pense qu'il est plutôt gris. Ce qui est très très positif actuellement, c'est que moi j'ai l'impression que c'est les nouvelles générations qui se reconnaissent plus en ces valeurs de novembre. Et que, c'est-à-dire quand j'ai d'une nouvelle génération, nous, et puis les jeunes Algériens plus jeunes que nous, et que finalement la trahison vient beaucoup plus des personnes qui ont vécu la révolution, qui ont fait la révolution, qui dirigent le pays depuis l'indépendance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu une caricature comme ça, quand même, qui est assez forte et qui explique tout, que c'est en quelque sorte les martyrs qui en veulent maintenant aux personnes à qui ont réussi à rester vivantes et donc à diriger le pays. Mais sincèrement, je pense que c'est très très positif et je partage totalement ce que dit Abed. Juste une chose, quand on voit des pays qui ont eu leur indépendance pratiquement durant la même période que nous, pays africains, moi j'ai eu l'occasion de visiter Madagascar qui est aussi riche, qui a des richesses aussi importantes que l'Algérie, où pour aller à l'école, les enfants doivent payer les professeurs pour pouvoir étudier, où il n'y a pas de gaz de ville, où il n'y a pas de santé gratuite. Enfin, c'est des choses quand même, c'est des acquis qui sont très très importants. On s'en rend pas compte, même si effectivement on est tout le temps là à critiquer, mais c'est une très belle victoire. Si je dois aussi revenir sur ce qu'a été le 1er novembre, si tu veux, c'est l'adaptation des formes d'organisation, des moyens d'organisation, des instruments de lutte à la bonne période. Si on revient à l'Algérie du 19e siècle, c'est-à-dire l'Algérie qui a été colonisée, elle n'a pas manqué de bravoure. Il y a eu des révoltes, c'était fabuleux. Enfin, mais il leur manquait la dimension politique. Le mouvement national, à partir des années 20, a apporté l'idée de l'État national face au système colonial. C'était une avancée énorme. Ça a permis de mobiliser, d'organiser les Algériens. Le 1er novembre a apporté un plus, c'est celui de se doter d'une armée et de changer de méthode. Donc, c'est dans ce sens que les gens ont été visionnaires. Et puis, après l'indépendance, on a pensé que cette méthode qui a réussi pendant la guerre pouvait réussir pendant la paix. Ce n'est pas forcément que les gens voulaient faire du mal ou non, ils n'étaient pas adaptés, leur méthode, leur manière de voir les choses n'était pas adaptée. Aujourd'hui, on est dans la même situation. On a des gens dans l'administration, dans l'État, dans l'armée, tu trouves des gens qui sont d'un dévouement extraordinaire. Ouais. Mais ils tournent en rond. Ils tournent en rond, ils finissent déprimés, ils finissent éjectés à la marge. Ils se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de faire n'aboutit pas parce que le cadre dans lequel ils travaillent n'est pas le bon. Et c'est aujourd'hui, c'est ça l'esprit de novembre, c'est de trouver cette mécanique qui va permettre au pays de repartir. C'est ça, pour moi, c'est l'esprit de novembre. Non, si on devait casser un peu le consensus qui est en train de se former sur l'importance de cet esprit de novembre, moi je préfère retenir surtout cette dernière partie de l'intervention d'Abed sur s'adapter. La mystique de novembre ne nous a pas laissé que de bonnes choses. La mystique de novembre, parce qu'elle a été exaltée, parce qu'elle a été d'une certaine façon instrumentalisée par le régime des années Boumediene, l'autoritarisme avait besoin visant
de souligner, de répéter tout le temps qu'on était passé par cela pour pouvoir nous rendre indépendants, on a l'impression que les réponses à toutes les situations doivent être des réponses de ce type. C'est d'où l'idée de l'adaptation. Les réponses à toutes les situations, une parenthèse, je l'ouvre très vite. Ahmed Ben Bitour a fait un entretien très pessimiste ici il y a 15 jours et il a presque démoralisé les jeunes qui l'écoutaient derrière la vitre, ancien chef du gouvernement, premier ministre Blaise Bouteflika. Et en sortant, il les voyait comme ça et il m'a dit raconte-leur la situation du PPA-MTLD en 53. C'était plus noir que ça. On était sous le colonialisme, il y avait la crise du parti nationaliste, tout le monde était... Et après, il y a eu l'étincelle de novembre et tout est rentré dans l'ordre. Enfin, on s'est mis en ordre. Mais c'est pas la réponse de... Aujourd'hui, c'est pas ce type de réponse. Pourquoi ? Parce que le 1er novembre, il a charrié avec lui deux mystiques dangereuses. La première, c'est qu'il faut être complètement unis pour trouver les réponses. Le FLN a forcé tout le monde à rentrer dans le même rang. Et la deuxième, c'est qu'il faut recourir à la violence armée. Alors là, par rapport au révisionnisme, moi, il y a un révisionnisme qui m'horripile, c'est celui qui dit que peut-être il y avait d'autres voies et qu'on n'aurait pas dû peut-être aller à cette extrémité-là. C'est pas vrai. Les ultras, le colonialisme n'admettait rien d'autre et il fallait faire la révolution avec les armes. Mais c'est pas la réponse à toutes les situations. Les islamistes se sont trompés. Ils sont repartis dans cette mystique et ils se sont cassés la figure dans les maquis. Ils ont mieux réussi avec l'autre disons bébé dont on voudrait se débarrasser. C'est le fait qu'il faut être tous unis. Non, la diversité, le pluralisme. Il a existé dans le mouvement national. Il a existé. Malika Al-Hal nous a rappelé l'histoire de l'UDMA dans un excellent livre récemment. Nous sommes en mesure de gérer intelligemment nos divergences et la modernité nous exige aujourd'hui de travailler avec ça. Si je peux prendre la parole, Ersan, je suis pas d'accord du tout. C'est la solution. Pourquoi est-ce que cette solution, on ne la prendrait pas à bras-le-corps, nous? Comme le fait exactement aujourd'hui le pouvoir, ou comme l'ont fait les pouvoirs qui se sont succédés chez nous, pour se maintenir. Pourquoi est-ce que cette révolution ne serait pas prise à bras le corps? Au contraire, tu parles de rassemblement. Pour moi, je pense que le rassemblement est la solution. Et tu as cité le MNA et tout. Je pense simplement à quelqu'un comme Aben Ramdan. Aben Ramdan, quand il est sorti de prison, il a lu toutes les révolutions. Et toutes parlaient de mobilisation, toutes parlaient de solidarité, toutes parlaient d'une révolution, enfin de l'union, toutes. Et c'est ce qu'il a fait. Il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tout le monde autour de la même table. Il a réuni les syndicats, il a réuni les communistes, il a réuni les gens qui étaient... Excuse-moi, je termine. Oui, non, mais aujourd'hui, je termine mon idée. Faire la même chose aujourd'hui? Oui, faire la même chose, c'est quoi? C'est réunir tout le monde autour d'une plateforme. Aujourd'hui, autour de quelque chose de concret. On n'a pas besoin de Messie. Il faut arrêter d'attendre le Messie. Il ne viendra pas. Le Messie, ce n'est pas un Messie. On a besoin de plusieurs Messies. Et ils sont partout. Et c'est dans la société civile qu'il faut aller puiser. Hier, je suis sortie hier soir. Je suis allée au Bastion 23. Juste un petit exemple. J'ai assisté aux soirées de l'art, les nuits de l'art. Les nuits de l'art, il y a eu un tas de choses qui ont été organisées, dont des pièces théâtrales. Et l'une d'elles, c'était des jeunes, mais tout jeunes, qui ont mis sur scène tout le problème de la colonisation. Alors la mère, la fille, le martyr, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas de micro, c'était vraiment mal organisé. Mais moi, j'avais la chair de poule. Cette énergie a besoin d'être utilisée. Cette énergie, je me dis au passage, encore une fois, que les élections, organiser des élections aujourd'hui, la presse libre, nous-mêmes, la presse libre, quel sens ça a? Ça n'a plus aucun sens si toutes ces énergies sont éparpillées. Ce sont des énergies qui sont diluées. La grande énergie doit être la mobilisation et c'est la seule qui peut faire en sorte que ces valeurs que l'on est en train de défendre aujourd'hui, que ces valeurs reprennent leur sens. Juste pour revenir à 54, Abed, vous avez parlé de révisionnisme, Souhila a parlé de rassemblement. J'aimerais vous poser la question, en 54, est-ce qu'il y avait un vrai rassemblement ou pas, puisque Ahmed Ben Salih Hadj, comme vous l'avez dit, avait été exclu du mouvement armé? Voilà, donc ce que disait Souhila, c'est oui et non. Oui. Le rassemblement, mais autour de quoi? Le rassemblement autour du statu quo et de la situation actuelle ne rime à rien. Le 1er novembre, c'était l'organisation d'un consensus, mais nouveau, autour d'idées, de méthodes nouvelles. Mais ceux qui ont fait le 1er novembre ont quitté les navires qu'il y avait en place. Ils n'ont pas fait le consensus avec les gens qui étaient là sur la base des anciennes positions. Ils ont imposé quelque chose de nouveau. Un dépassement.
un dépassement de la situation antérieure. J'ai presque envie de dire que ce qui s'est passé en octobre 88, c'est notre expérience. On peut la ramener du 19e siècle. Je parlais de la bravoure, etc. Mais ce que le 19e siècle nous a appris, c'est que la tribu n'est pas un cadre de lutte. Moukrani, Bouamama, etc. Individuellement, intrinsèquement, c'est des gens fabuleux. Mais ils étaient dans un cadre qui n'était pas le bon. Et donc, on peut sauter plus d'un siècle plus tard, dans les années 80, les tentatives de changement, changer la charte nationale, la restructuration des entreprises de Abdelhamid Brahimi, etc. Tout ça, c'était des changements qui étaient tentés dans le cadre d'un système qui était fini. Octobre 88 a cassé ce système. Et contrairement au pessimisme, qui est là, qui est fondé sur un certain nombre de choses, moi je dis que les dernières années, les 15 dernières années, elles ont été très utiles pour le pays. Elles ont cassé des certitudes. Elles ont cassé les fausses solutions. L'islamisme politique n'est pas une solution pour le pays. L'abondance financière, c'est pas une solution pour le pays. Aujourd'hui, on sait ce qu'il ne faut pas faire. On a au moins ça. Donc, tout ce qui peut essayer de créer une solution sur ces bases-là est voué à l'échec. Il y a une chose qui reste d'actualité. Il y a une chose qui reste d'actualité, c'est le congrès de la Soumam. C'est une chose qui reste d'actualité. Si, le FFS a appelé ça une constituante. Et on parle de mobilisation, on parle de choses concrètes. Se mobiliser autour de quoi ? Il n'y a qu'à revenir à des fondamentaux. Et les fondamentaux. On va retomber dans la guerre dans la concurrence des documents. La déclaration du 1er novembre est plus importante que le congrès de la Soumam. Ouais. Et donc, le congrès de la Soumam, c'est un approfondissement de cette expérience. C'est une mise en musique et les choses ont avancé, mais on peut pas revenir au congrès de la Soumam. Si on peut revenir à des fondamentaux. Faire le congrès de 2050. C'est pas le 1950, 2050. On parle de la légitimité de novembre, c'est celle avec laquelle on vit depuis 63 ans. Tarek Hafid, est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une nouvelle légitimité, celle de l'avenir, sans nier évidemment la légitimité de novembre, qui est, comme vous l'avez dit, Hassan, toujours instrumentalisée, utilisée par le pouvoir et exaltée aussi? Il viendra un moment où toute cette génération de novembre partira. Elle est appelée à partir. Après, c'est une question d'héritage. Quand on voit maintenant, on va parler du FLN. C'est bien le FLN qui a, c'est-à-dire déclenché cette étincelle le 1er novembre. C'est le FLN. Regardez l'état du FLN. C'est-à-dire le cadre qui normalement aurait dû permettre de faire fructifier cet esprit et tout cet héritage, il a complètement disparu. Djemal Ould Abbas est secrétaire général du FLN. C'est quand même assez dramatique. Après toute cette très très longue histoire, autant durant la période de colonisation, c'est-à-dire la lutte pour l'indépendance, et même après, le FLN c'est quand même un parti qui a compté même pour la libération d'autres pays colonisés pendant toutes les autres années, c'est-à-dire même après l'indépendance. Là maintenant, c'est un cadre qui est complètement c'est le MTLD de 1953. C'est une catastrophe. Voilà. Oui, c'est le MTLD de 1953. Mais indépendamment, c'est devenu un élément de blocage de la société. Mais indépendamment des hommes, on parle de valeurs. Indépendamment des hommes, je suis désolée, on peut pas faire fi d'une grande révolution comme celle-là et de ses valeurs. Je suis désolée. Oui, on parle d'accord. Mais il n'est pas question, parce que le débat c'est ça, il n'est pas question de passer à autre chose et d'essayer de regarder dans l'avenir. Il est question plutôt de revenir à des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est mettre de côté l'esprit revanchard. Je pense que si ça avait des fruits, on l'aurait su depuis le temps. Mettre de côté l'esprit revanchard et reconstruire ensemble. Le débat, c'est aussi le bilan de la révolution du 1er novembre, et il y a eu des images qui ont fait le tour de la toile cette semaine. C'est celle de ces milliers d'étudiants qui font la queue devant l'Institut français d'Alger. Des images aussi qui ont été utilisées, instrumentalisées par notamment plusieurs médias. Est-ce que ça peut être le bilan
de près de 50 ans d'indépendance, le fait qu'il y ait, on le sait, beaucoup d'Algériens qui veulent aller étudier à l'étranger. Pourquoi est-ce que c'est aussi mal interprété et est-ce que ça a un rapport avec le bilan de novembre? Qui veut répondre? Je réponds pas à ça. Bon, je sais pas. Et Hassan? Non, moi je pense que il est évident que la relation à la France a beaucoup changé dans la société algérienne. La nouvelle génération aujourd'hui se projette leur réussite par la maîtrise du français, projette leur réussite par la possibilité d'aller étudier, de fréquenter des universités françaises et on voit bien, enfin leur président Abdelaziz Bouteflika se soigne en France quand il est malade, le secret médical il est tenu par les Abdel parle mieux que moi, par les officines françaises, elles savent mieux que nous l'état de santé de Bouteflika. Donc ce n'est plus un problème. Ce qui a peut-être choqué, c'est qu'il y ait autant de jeunes qui soient présentés devant. Ce n'est plus un problème, c'est un problème pour nous. Ce soit en France. Je veux dire, il y a une dédramatisation de la relation, voilà, qui a fait que ça a changé. Après, si ça chagrine des personnalités en Algérie, c'est ce que je disais tout à l'heure pour refaire le lien avec ma première intervention. Aujourd'hui, on est une société diversifiée, on peut pas être d'accord sur tout. Il y a des pluralismes de points de vue, il y a des approches et des sensibilités, y compris des points de vue identitaires qui sont différents. On va les gérer par de nouveaux mécanismes, on va les gérer par les mécanismes modernes de la démocratie et de l'état de droit. Et je crois non plus par uniquement la référence à un acte fondateur collectif qui est celui qui nous fonde réellement. Hein. Le récit national, il se construit sur ça. Mais aujourd'hui, dans la situation actuelle, pour s'adapter, on a besoin d'innover et donc de moderniser notre communication politique. Et on se retrouve pour la deuxième partie du Café Presse Politique dans un tout petit moment. Restez avec nous. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme chaque mercredi. Nous sommes rejoints par Aboubakr Djemaï. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, fondateur notamment du journal Au Maroc. Je rappelle aussi que vous avez remporté le prix de la liberté de la presse du CPJ, le Comité de protection des journalistes. C'était en 2003. Vous vous sentez toujours journaliste, Aboubakr Djemaï? Journaliste une fois, journaliste toujours, évidemment. Bien sûr. Avec nous également Nejma Randle, bonjour. Bonsoir, vous êtes coordinatrice à Radio M. C'est grâce à vous que je rappelle tous les soirs à la fin de l'émission les podcasts à retrouver sur le site web de Radio M. On reste toujours dans la vision de novembre puisque nous célébrons aujourd'hui le 63e anniversaire du début de la Révolution et de la guerre de libération. On parle aussi de ces pays maghrébins qui, à un certain moment de l'histoire, ont combattu ensemble contre la colonisation. Les mouvements de libération étaient aussi unis. Ils se voyaient régulièrement bien avant 1954. Mais, comme vous le dites, Yassine, ce souffle des libertés maghrébines, n'existe plus. Et n'existe plus depuis longtemps. Pourquoi est-ce que nous nous sommes égarés ? C'est le cas de le dire, on s'est égaré parce que il y a eu la conférence de Tanger en 1958, il y avait un grand espoir de libération maghrébin commun et d'édification d'un espace maghrébin commun. Il s'est étiolé très vite parce que les régimes, chaque régime avait fait ses calculs indépendamment des autres. Il y avait des orientations politiques qui étaient différentes entre la monarchie marocaine et le régime de Boumediene. On peut pas dire que sur le plan idéologique, ce soit convergent. Il y a eu ensuite l'UMA.
il y a eu une possibilité de relancer ce processus-là, en dépit du conflit au Sahara occidental. Il y a eu ce grand espoir qu'a été l'UMA, mais tout ça est retombé. Et en fait, je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est d'essayer de profiter de la présence d'Aboubacar Jemaï avec nous aujourd'hui pour essayer de voir si ce souffle de la conférence de Tanger et de la conférence de Zeralda qui s'est conclu par les accords de Marrakech et la naissance de l'UMA, est-ce qu'il est encore possible de l'exhumer et de le relancer? Aboubacar, vous êtes à Alger pour des formations, donc est-ce que vous avez encore le souffle pour parler de ce manque de souffle dans ces pays maghrébins, de ce souffle des libertés qui avait bien commencé à la fin des années 50 et qui n'existe plus aujourd'hui? En tant que Maghrébin, en tant que Marocain, qu'est-ce que vous en pensez? La réponse la plus courte, c'est que oui, je me sens maghrébin, que je sens qu'il y a une véritable communauté, il y a une vraie identification culturelle. Je me promène à Alger, je me sens quasiment chez moi. Quand je suis en Tunisie, c'est la même chose pour des raisons diverses et variées. Un peu plus en Algérie qu'en Tunisie? Pardon? Un peu plus en Algérie qu'en Tunisie? Oui, c'est important pour nous, ça. Après, je vous dirai ce que pense les Algériens. J'ai quelques préférences qui sont très personnelles, qui n'ont rien à voir de politique, mais que je ne m'autoriserai pas à divulguer ici avec vous. Mais je suis très heureux d'être en Algérie, d'être à Alger. J'ai honte de dire que ce n'est que la deuxième fois que je viens à Alger, que effectivement la non-réalisation du Maghreb, d'une ouverture des frontières est importante. Mais ce que je souhaiterais dire aussi, c'est que pour ne pas tomber dans les fatalismes, il faut peut-être se rappeler la situation en termes d'environnement international. C'est que le paradigme qui a gouverné notre monde depuis 45 jusqu'en 90, c'est la guerre froide. Donc ça a motivé et renforcé une autre dynamique qui a existé au sein de nos pays, qui était celle et vous en avez parlé dans le débat précédent, qui est la captation du souffle positif et idéaliste des révolutions, parce que nous avons notre 1er novembre aussi, les Tunisiens ont leur 1er novembre, 56, etc., et qui a été capté par des élites, ce qui est tout à fait d'ailleurs normal dans l'histoire de l'humanité. Les révolutions sont généralement, ceux qui en profitent ne sont pas ceux qui les ont vraiment faites, et il y a une captation de cette ressource symbolique très forte par des élites au pouvoir qui généralement mènent immédiatement vers l'autoritarisme, et c'est bien plus tard que ça se décompte. Donc il y a eu ce double effet. D'un côté, des autoritarismes qui se sont formés, qui ont éteint ce souffle, qui donc n'a pas pu se traduire par des libertés individuelles, collectives, une démocratie, etc. Et de l'autre côté, un environnement international qui était donc cette bipolarité du monde, qui a en fait donné des ressources à ces autoritarismes-là pour survivre en tant qu'autoritarisme. Tarek Hafid, on attend ce Maghreb des peuples, ce Maghreb qui était bien présent avant les indépendances des 3 pays respectifs, Maroc, Tunisie, Algérie. Je crois que le Maroc des peuples, il existe. Le Maghreb. Oui. Plutôt le Maroc des peuples. Le Maghreb des peuples, oui. Le Maghreb des peuples existe, oui. Le Maghreb des peuples existe. Je pense que c'est beaucoup plus au niveau institutionnel où il y a des problèmes. J'ai rencontré un ami mauritanien, journaliste mauritanien, qui m'expliquait que le Maroc impose toujours un visa d'entrée aux Mauritaniens. Et donc les Mauritaniens ont dû appliquer la réciprocité. Il y a réellement des blocages au niveau supérieur, mais il y a qu'à voir, par exemple, vous allez en France, vous allez en Belgique, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains vivent ensemble, il n'y a absolument aucun souci. Alors, ce qui n'existe pas, c'est le Maroc c'est le Maghreb, pardon, des États. Des États. Et le Maghreb des États. C'est celui dont on a besoin. Oui, c'est celui dont on a besoin. Qadi Hassan disait tout à l'heure qu'il y a plutôt un élément de blocage qui est le Sahara occidental. Je suis désolé, quand l'acte de naissance de l'UMA, justement, c'était au moment où il y avait encore une guerre entre le Maroc et le Sahara occidental, les Francs Polisario. Et la question du Sahara occidental n'était vraiment pas du tout incluse dans... C'était 2 ans avant le cessez-le-feu, d'ailleurs. C'était 2 ans avant le cessez-le-feu. Donc, la question du Sahara occidental c'est-à-dire cet argument est un argument fallacieux. Donc, il est important de laisser cette question, c'est une question de décolonisation, et de faire en sorte qu'il y ait réellement
une volonté de construire cet humain. C'était un engagement pris par le roi Hassan II, qui était bien sûr un membre fondateur de l'Union du Maghreb arabe. Souheila Ben Ali, qu'est-ce que vous en pensez de ce Maghreb qui ne se fait pas aujourd'hui, ou que chaque pays essaye de se construire tout seul, sans union? Le discours politique aujourd'hui, et malheureusement tout le monde l'applique et tout le monde le décrète, c'est le Sahara occidental. On dit que le problème du Sahara occidental, c'est ça qui fait que aujourd'hui il y ait des blocages entre le Maroc et l'Algérie, et qu'il y ait des blocages encore plus pour l'établissement de l'humain. J'ai juste envie de renvoyer la question à notre ami qui est marocain, et je me demande si vraiment le regard marocain est le même, c'est-à-dire le regard de la société marocaine est le même, de la presse de façon générale est le même que celui que l'on nous sert aujourd'hui tous les jours à propos du Sahara occidental. Voilà, est-ce que c'est uniquement un discours politique, ou est-ce que c'est le discours qu'il y ait une instrumentalisation du problème du Sahara par le régime, ça ne fait pas de doute, mais ce qui ne fait pas de doute aussi, c'est qu'il y a un vrai consensus sur la marocanité du Sahara au Maroc. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Les deux sont vrais. Maintenant, là où moi, avec mon journal, on avait essayé de militer, etc., c'était de dire que, et c'est pour ça que je pense, le problème du Maghreb n'est pas un problème maroco-algérien ou algéro-tunisien, c'est un problème maroco-marocain, c'est un problème algéro-algérien. C'est en train de moins en moins de devenir un problème tuniso-tunisien, parce que les Tunisiens ont fait un vrai pas vers la démocratie. Mais ça reste un problème. Pour moi, le problème du Sahara est un problème maroco-marocain, parce que je suis de ceux qui pensent que pour que le Maroc ait une chance de faire accepter la souveraineté marocaine, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, on veut que le monde nous reconnaisse que le Sahara est marocain. Si on veut réaliser ce projet-là, il est très important que le premier pas, il faut qu'il y ait une vraie démocratisation au Maroc, et que ceux de nos frères qui sont sahraouis et qui considèrent qu'ils ont une spécificité qui commande en fait une souveraineté nationale avec un État, avec une armée, avec etc., comprennent qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut dépasser le cadre de l'État-nation qui est une vraie saloperie. C'est le cadre de réflexion qui est l'État-nation est très problématique pour nous, et qu'il faudrait qu'on dépasse cette idée d'État-nation quand on aura, et on ne pourra le faire que quand on aura des démocraties qui sont respectueuses de nos droits individuels et de nos droits collectifs. Mais si votre question est est-ce qu'au Maroc, les gens pensent que le Sahara est marocain, je vous réponds de façon tout à fait... Pour une grande majorité, c'est le cas. Et donc pour vous, le référendum n'est pas une nécessité aujourd'hui, même s'il est demandé par l'ONU? Je vais vous parler de façon très, très réaliste. Le référendum était un échec annoncé pour une raison très simple. Dans tout type de négociation, quand les seuls résultats possibles sont des résultats où l'une des parties perd totalement et l'autre partie gagne totalement, ça n'aboutit jamais. C'est le cas du référendum du Sahara. Ça a abouti en 62 en Algérie? Non, c'est différent. On n'est pas dans la même. Bon, on n'est pas dans le même. C'est-à-dire que en Algérie, ça s'est pas passé à travers l'ONU. Il y a une commission de l'ONU qui s'occupait du processus. Donc, de ce point de vue-là, c'est différent. Je ne veux pas parler, et je ne veux même pas rentrer dans la validité de la demande de souveraineté sahraoui, etc., sans arriver à ce niveau-là. Au Maroc, le référendum en tant qu'idée est une idée fausse. Ce qui n'invalide pas, je ne dis même pas que les Sahraouis n'ont pas raison de demander. Je ne suis même pas sur ce plan-là. Mais l'idée de dire que le processus référendaire va aboutir, et pour des raisons réalistes, pas pour des raisons morales, est fausse, parce que lorsque le Maroc verra qu'il est en train de perdre la partie, il va quitter le jeu. Lorsque les Sahraouis vont voir que les événements vont dans une direction qui leur plaît pas, ils vont quitter le jeu. Et c'est ce qui s'est passé avec le plan de James Baker. Et donc, c'est pour ça que l'idée marocaine pour laquelle le journal avait milité, qui était celle d'une autonomie très large dans le cadre d'un Maroc peut-être un peu plus fédéralisé, nous paraissait, la plus respectueuse des avis des uns et des autres, sauf qu'elle est impossible avec le régime autoritaire que nous avons aujourd'hui au Maroc. Alors, il est clair qu'il y a beaucoup de points de discorde entre tous ces pays maghrébins aujourd'hui. On parle du 63e anniversaire du déclenchement de la Révolution et du rôle que la France a joué pendant cette guerre, la France qui avait été défaite. Quel regard aujourd'hui porte cette ancienne colonie qui était la colonie dans les 3 pays du Maghreb? Quel regard porte ce pays maintenant sur ces pays après leur indépendance? On sait très bien qu'aujourd'hui la France a de meilleures relations avec le Maroc et la Tunisie qu'avec l'Algérie, où il y a encore des relations compliquées, parfois aussi avec le Maroc. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le regard de la France sur le développement de la région maghrébine?
Ça tombe sur toi, Juma. Tu voulais pas parler de la France, mais c'est sûr. Tout le monde peut répondre à cette question. Tout le monde peut y répondre. Bon, je disais en rigolant que je suis pas la France et je le suis pas. Je suis une identité parmi d'autres et peut-être une représentante de ces liens post-indépendance, parce que c'est un peu ça la question. C'est-à-dire maintenant qui sont cette génération qui sont dans une mobilité. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le Maghreb. C'est-à-dire que si on avait la possibilité d'aller voir un peu ce qui se passe chez nos amis tunisiens ou marocains, et qui pourrait nous inspirer, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose qui pourrait avancer et ça se passe au-delà du cadre politique, ça c'est certain. Nous, quand on s'appelle Radio M, on est sur Radio M. M c'est M pour Maghreb et M aussi pour Méditerranée et monde arabe, parce que maintenant ça se passe à cette échelle-là. Et quand on est rassemblé avec d'autres journalistes, que ce soit marocains, tunisiens, mauritaniens, libyens, c'est très compliqué, mais on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous rassemble et on a la même façon de penser, on a des sujets qui sont exactement les mêmes. Et quand on se retrouve en plus en voyageant ou quand on se retrouve en France, je pense qu'il y a tout de suite quelque chose qui nous rassemble. Et donc le lien avec la France, moi je crois beaucoup qu'il est dans la mobilité. De toute façon, maintenant, on peut avoir sa résidence à Marseille. C'est un peu un port qui permet d'être à la fois proche du Maghreb, proche de l'Algérie, et après venir en Algérie pour travailler ou l'inversement. On a installé en Algérie, on va souvent en France. Il y en a toutes les 2 semaines qui font la navette entre les 2 pays et qui se sentent bien quand ils arrivent au port d'Alger et qui se sentent bien en France parce que pour des raisons ils y travaillent. Donc même s'il y a beaucoup de franco-algériens qui sont considérés comme étrangers dans leur pays, étrangers en France aussi, c'est un drame que vivent beaucoup de franco-algériens aujourd'hui qui se disent qui vous disent on est reconnu ni en France ni en Algérie. Pour les Français c'est des Algériens, pour les Algériens c'est des Français. C'est pas difficile pour eux de vivre ça, ne je me rende-le? Si franco-algériens, normalement, ils ont la double nationalité, donc ils sont chez eux dans les 2 pays. On parle du regard des autres, on parle surtout du regard de la société dans laquelle ils vivent, que ce soit algérienne ou qu'elle soit française. Le fait d'être partagé entre 2 pays est aussi négatif, c'est eux qui le disent. Hein. On est étranger en France et on est étranger en Algérie parce que justement, on appartient à 2 nations. Oui. Hassan ? Moi, tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi il y avait les échecs et sur quoi on pouvait s'appuyer enfin, j'ai évoqué l'échec, mais j'ai pas expliqué. En fait, on n'a pas beaucoup de temps, mais je profitais de la présence. Pas beaucoup de temps. Oui, je profitais de la présence d'Aboubacar avec nous, qui est un Maghrébin convaincu, comme nous autres, pour dire que, pour faire le lien aussi avec la première partie de cette émission, et pour aussi envoyer un message à Abed Sherif qui a choisi de ne pas parler de cette deuxième partie, il y a un lien évident. La génération qui a choisi de faire le coup de feu, le blocage en Algérie, 53-54, elle avait un grand projet, c'était la libération nationale. J'ai entendu le mot, c'est une génération splendide, elle a fait des choses géantes, mais elle a fini par être un peu encombrante. Aujourd'hui, elle est très encombrante avec Abdelaziz Bouteflika encore à la tête du pays. Quel est le défi de notre génération à nous? C'est lequel? En fait, il y en a 2. Il y en a un, c'est le projet démocratique, c'est démocratiser nos sociétés. On a commencé à le faire. Moi, je suis très content d'Octobre 88 parce que j'étais militant clandestin dans les années 80 et Octobre 88 a réalisé une partie de nos revendications, le pluripartisme, la liberté de la presse, le plurisyndicalisme. On s'est battu pour les maintenir par la suite parce que ces acquis ont toujours été menacés. Et puis l'autre projet de notre génération, d'une partie des élites, c'est important de rappeler que ce sont des projets qui sont portés surtout par les élites, c'est quand même la construction maghrébine. Et sur ce second volet, je suis désolé de dire que trop souvent, nos élites dans chacun des pays, c'est moins vrai pour la Tunisie, mais au Maroc et l'Algérie, je trouve qu'il y a une forme de lâcheté des élites par rapport au projet maghrébin. Trop souvent, les élites se sont rangées derrière leur régime pour abandonner ce qui, en fait, nous porte, parce que nous savons que notre existence, nous pouvons peser dans le monde de demain qu'en étant un ensemble intégré. Et Aboubacar a très bien fait de souligner le lien entre la démocratisation des États et la possibilité de vivre de manière fédérative au niveau du Maghreb. Le pays qui a le plus avancé sur la question maghrébine et qui a tenu le discours le plus maghrébin, c'est la Tunisie après la Révolution. Le président Mansour Marzouki avait tenté de relancer en disant les 5 libertés fondamentales des Maghrébins. On peut voyager, on peut travailler, on peut commercer librement contre Maghrébins. Et il a tenté, il était seul malheureusement, à nous donner envie.
Donc le Maghreb n'est pas mort, le Maghreb des peuples existe bien. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau souffle aujourd'hui, même si, comme vous l'avez dit aujourd'hui, les régimes sont un peu se regardent en chien de faïence. Il y a la particularité tunisienne qui, elle, avance, qui essaye un peu d'avoir de bons rapports avec tout le monde pour ne pas fâcher tout le monde, comme le dernier incident, notamment de la visite du Premier ministre tunisien au Maroc. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau souffle aujourd'hui du Maghreb? Oui, justement, parce que nous avons un invité, c'est bien d'écouter. On a tellement rarement l'occasion d'écouter des journalistes marocains sur nos plateaux, et voilà. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Hassan. Non, ceux qui peuvent changer les choses, je ne pense pas que ce soit les élites finalement. En tout cas, pas les intellectuels, parce qu'ils ne sont pas affranchis aujourd'hui. Il y a qu'à le voir partout, que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Mais c'est vraiment les sociétés. Si je vous ai posé la question tout à l'heure sur le Sahara occidental, parce que j'avais envie d'avoir le regard du citoyen, pas du journaliste qui n'est pas affranchi. On n'est jamais affranchi quand on est journaliste. On a des opinions. Arrêtez, encore plus quand on est à l'extérieur du territoire. On a un regard un peu différent. C'est pareil aussi, tout à l'heure, en première partie, on parlait du 1er novembre. Le travail qui doit être fait sur le terrain, reprendre ses valeurs et tout, c'est pas les intellectuels, ils ne sont pas dans la pratique, ils ne sont pas sur le terrain. C'est un regard que je porte, je me trompe peut-être, mais c'est une opinion. Le travail, il est vraiment dans les sociétés, et il y a de l'énergie, et ces énergies doivent être mobilisées, encore une fois. Et mobilisées, c'est pareil pour l'Algérie, c'est pareil pour le Maroc, c'est pareil pour la Tunisie. C'est pas un messie qui va le faire, mais c'est plusieurs. C'est mettre en pratique ces valeurs-là. On sait d'où on vient, on sait qui on est, et il faut que ça serve. Voilà. Aboubakar Jamaï. Oui, je voulais abonder dans ce sens, parce qu'il y a une série d'événements dont on n'a pas parlé qui me paraît fondamentale. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs comme l'UMA est un concept mal nommé, parce que c'est pas une union, elle est pas arabe, elle est plus qu'arabe pour commencer. Le printemps arabe est mal nommé parce que c'est pas un printemps arabe, c'est le printemps des peuples, etc. Mais on n'a pas parlé du printemps entre guillemets arabe. Est-ce que le grand bouleversement ou la grande découverte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle, il y a véritablement une communauté d'idées entre les sociétés. Parce que, et des études diverses ont démontré, il y a eu un effet de contagion, notamment à travers les réseaux sociaux, entre les différents, entre guillemets, révolutionnaires dans tous ces pays. La Tunisie a enclenché la machine, et c'était, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des jeunes qui ont mené ces combats-là au départ, que c'était très civilisé, que c'était non violent, et c'est une leçon formidable qui nous a été donnée à nous tous. Mais alors les jeunes qui ont fait ça, pour moi, je les considère aussi comme étant des élites, parce que quand vous les étudiez sociologiquement, entre guillemets, ce sont des élites. Mais nous avons aujourd'hui cette énergie formidable qui a été produite par ce printemps entre guillemets arabe, et qui me fait penser à... Aujourd'hui, j'ai fait une balade avec Hassan dans Alger, et je vais vous dire, au moment où on m'a pas posé la question les photos qui m'ont marqué, et là, il y a une photo qui m'a marqué. Et cette réflexion, je l'avais déjà au Maroc. C'est que quand je vois les photos des martyrs algériens, c'était des gamins. Qui a fait la révolution en Algérie? La moyenne d'âge des signataires du manifeste de l'indépendance au Maroc était de 35 ans, la moyenne, sachant qu'il y avait 2 mecs qui avaient 100 ans. C'est-à-dire, si vous faites une médiane, vous êtes à 20 années et quelques. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut, ces moments de notre histoire dont on est tellement fiers, quand on analyse les générations qui les ont faites, ce sont des gamins, ce sont des jeunes, très certainement des jeunes qui dans leur famille on disait d'eux, c'est des fous furieux, c'est des machins, etc., etc. Et je pense qu'il est important de le rappeler à chaque fois et de le dire à nos jeunes, à nous, que ces pays leur appartiennent. Une dernière question pour vous, Aboubakar Jamaï. Est-ce qu'il y a au sein de la société marocaine, de l'élite marocaine aujourd'hui, cette volonté de raviver la flamme maghrébine, de discuter, de dialoguer avec les pays du Maghreb, ou est-ce que ce n'est pas une priorité aujourd'hui chez la jeunesse et chez les Marocains que vous côtoyez? Je pense, je ne vais pas vous dire qu'il y a une mobilisation généralisée pour qu'il y ait la formation du Maghreb. Les gens gèrent des problèmes qui sont beaucoup plus terre à terre. Il y a ce qui s'est passé au RIF, à mon avis, a été beaucoup plus déclenché par le fait qu'il y a une faillite économique et sociale de ce régime à produire un environnement économique qui produise des opportunités de travail. Ça a été le cas aussi, c'est le cas aussi en Algérie un peu. Ça a été le cas en Tunisie. Bouazizi était un jeune dans le secteur informel, donc quelque part au chômage. Donc les gens sont beaucoup plus
focaliser sur ces choses-là, avec aussi une demande de valeur qui est très forte et qui est très importante. Les gens veulent être respectés. Les attentes de ces générations sont beaucoup plus fines que les attentes des générations d'avant, parce que ils voient le monde, ils ont Internet, ils ont des paraboles, ils voient ce qui se passe ailleurs. Et je pense que la demande aujourd'hui, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une demande de liberté et de dignité. Et je pense que c'est la première pierre de l'édifice qui va être le Maghreb. Et c'est pour ça que le Maghreb ne peut pas se penser sans cette fondation-là. Et qu'il est très important que dans nos pays, on fasse cet effort-là, et le Maghreb va être, à mon avis, un résultat logique et immédiat de cette volonté de dignité et de liberté. C'est quoi pour vous être maghrébin ? Pour moi, être maghrébin, c'est là, j'ai parlé tout à l'heure de l'État-nation, et je pense qu'on ne réfléchit pas assez à ce concept. C'est pour ça que malgré tous les problèmes qu'a l'Union européenne, pour moi, l'Union européenne est l'une des belles choses qu'a produite l'humanité ces dernières décennies. Il faut aussi se rappeler l'histoire. Le continent européen a été le continent le plus meurtrier de tous les siècles qui nous ont précédés, pratiquement tous. C'est le continent le plus meurtrier qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Et un continent en paix depuis juste 60 ans. Justement. Et donc, nous devons penser à des systèmes institutionnels. Nous devons être créatifs pour avoir des systèmes institutionnels qui respectent nos spécificités, même régionales, etc., et qui en même temps nous permettent de circuler librement, de converser librement, de commercer librement, de parler librement. Et je pense que c'est ce défi-là. C'est un défi aussi institutionnel, et sortir du cadre étriqué et étroit de l'État-nation. Merci à vous tous d'avoir été les invités du Café Presse Politique. Merci Tariq Hafid d'être venu. Merci Sohila Ben Ali. Merci Abou Bakr Al-Jam'i. Nejma Rondle, Ihsan Qadi. On se retrouve mercredi prochain. À très bientôt. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.